Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort d'une icône de la télévision, Larry Hagman. Dans les années 80, Larry Hagman, star incontesté du soap-opéra, incarne l'archétype de l'affreux personnage. J.R. Ewing, celui qu'on adorait haïr. Il était au sommet. Mais derrière son personnage conservateur de magnat du pétrole se cache un hédoniste immodéré. Il recevait avec sa coiffe de bouffon. Chez lui, les fêtes se suivaient. 4 bouteilles de champagne par jour? J'en buvais 4 ou 5. Et les excès minent sa santé. En Californie, l'acteur Larry Hagman s'apprête à recevoir un nouveau foie. Après sa greffe, Larry retrouve la santé et il reprend du poil de la bête. Il était décidé à vivre sa vie à fond. Mais près de 2 décennies plus tard, Larry est de nouveau frappé par la maladie. Le 23 novembre 2012, il s'éteint à Dallas à l'âge de 81 ans. Larry meurt peu après qu'on lui a trouvé une leucémie aiguë myéloïde. Les personnes atteintes de cette maladie ont une espérance de vie moyenne de 5 ans. Alors, que s'est-il passé dans son organisme pour que sa leucémie se développe si vite et qu'il meure si soudainement? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste réputé dans le monde entier. Il a réalisé des milliers d'autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. La cause de la mort de Larry est une leucémie aiguë myéloïde, un type de cancer du sang. J'ai ici son certificat de décès et des témoignages de ses amis et de ses proches. Je vais m'appuyer sur ces éléments pour comprendre pourquoi Larry Hagman est mort si vite après le diagnostic de sa maladie. Printemps 2011, Ojai en Californie, 19 mois avant la mort de Larry. 21 ans après le dernier épisode de Dallas, Larry reçoit le script d'une nouvelle version de la série. Cet immense succès télévisuel des années 80 va faire son retour et Larry s'est vu proposer d'incarner de nouveau son personnage le plus célèbre, J.R. Ewing. Il ne s'est pas fait prier pour reprendre son rôle, loin de là. Larry était tout à fait enchanté de revenir sur les plateaux de tournage. Il était aussi à l'aise dans le costume de J.R. que lorsqu'il était lui-même. Mais la joie de retrouver J.R. est teintée de tristesse. Madge, l'épouse de Larry depuis 58 ans, a été déclarée atteinte de la maladie d'Alzheimer en 2007 et son état s'est depuis détérioré. Avec Alzheimer, des personnes abruptes peuvent devenir très douces, tandis que d'autres, qui étaient fortes mentalement, se mettent à frapper, à cracher et à jurer. Ça a été le cas de ma mère. D'abord opposé à l'idée de se faire aider, Larry a récemment mis en vente leur propriété de 17 hectares à Ojai pour financer le placement de sa femme dans une unité de soins spécialisée. Mon père était très affecté de ne plus avoir à ses côtés celle qui avait partagé sa vie. Et c'est justement durant cette période que l'idée de relancer la série Dallas a commencé à voir le jour. Et ça ne pouvait pas mieux tomber. Pour un homme de 80 ans, un rôle principal dans une série télé peut s'avérer physiquement éprouvant. Mais l'envie que manifestait Larry de reprendre le travail suggère qu'il était motivé et apte à relever ce défi. Alors, que s'est-il passé? Larry Martin Hagman naît le 21 septembre 1931 à Fort Worth, au Texas. Son père, Benjamin Jackson Hagman, est avocat et sa mère, Mary Martin, est à 17 ans une actrice en devenir. Les parents de Larry divorcent lorsqu'il a 5 ans. Sa mère part pour New York où elle se remarie et fait sensation à Broadway, s'attirant une gloire internationale dans le rôle de Peter Pan. Mais la soif de succès de Mary a un prix. Sa célébrité était telle qu'elle n'avait pas de temps à consacrer à Larry. Pour lui, ça n'a sans doute pas été facile de connaître une telle enfance. Larry est élevé jusqu'à l'âge de 12 ans par sa grand-mère maternelle, Juanita. Mais il ne va pas tarder à rejoindre sa mère à Broadway.
Je n'ai voulu être acteur que vers 17 ans, quand j'ai appelé ma mère pour le lui annoncer. Larry monte sur les planches dès 1951 à New York et à Londres, avant d'enchaîner les rôles à la télévision et au cinéma. Mais sa chance arrive en 1964, lorsqu'il décroche un rôle dans la sitcom Ginny de mes rêves. Il était si charmant et séduisant dans cette série. Larry incarne l'astronaute Tony Nelson aux côtés de Barbara Eden dans le rôle de la belle Ginny. Larry était un acteur hors pair. Son alchimie avec Barbara était totale. Ginny de mes rêves est un succès et restera 5 saisons à l'écran. Mais après la fin de la série, renouer avec une telle réussite sera d'abord difficile. Larry Hagman et ses amis s'attaquant au blob avec des fourches. Larry accepte des rôles alimentaires et s'essaie à la mise en scène. Attention au blob. Mais sa persévérance s'avère payante. En 1976, Larry reçoit un script qui deviendra son passeport pour la gloire. Maman lisait toujours les scripts avec papa. Et ils en avaient chacun un quand elle lui a dit « Larry, c'est le personnage de Texan que tu attendais. » Le magnat du pétrole J.R. Ewing, incarné par Larry dans Dallas, sera le rôle emblématique de sa carrière. Son alliance unique de charme et de malice fonctionne à merveille. Le script disait « J.R. lance un regard noir à son rival pour lui faire comprendre qu'il a le dessus. » Mais dans la scène, mon père souriait. J.R. était capable de dire les pires atrocités. On n'en revenait jamais qu'il puisse être aussi méchant. Dallas restera associé à l'un des plus grands moments de suspense audiovisuel. Dans 57 pays différents, 350 millions de personnes sont devant leur écran pour savoir qui a tiré sur J.R. Larry devient dès lors l'une des stars de la télévision les plus célèbres de son temps. Le succès qu'a rencontré Dallas dans le monde entier a été une surprise pour nous tous. Ça a changé la vie de tous ceux qui faisaient partie de cette aventure. Ça n'a pas été trop dur d'être confondu avec JR? Quand les gens commenceront à marquer un temps d'arrêt avant de me reconnaître, j'aurai du souci à me faire. Des études suggèrent que le développement de cancers tels que la leucémie peuvent avoir pour origine un déficit immunitaire. Le système immunitaire est très efficace pour identifier et écarter les cellules altérées ou étrangères. Mais s'il est défaillant, des cellules cancéreuses peuvent passer inaperçues et se développer plus facilement. Un déficit immunitaire peut être causé par le stress, un manque de sommeil, une mauvaise alimentation ou des médicaments. Je vois que Larry avait coutume de prendre du Bontril, un comprimé amincissant dont les effets énergisants l'aidaient à travailler plus longtemps. Chimiquement proche des amphétamines, son usage prolongé peut épuiser l'organisme, voire même affaiblir le système immunitaire. Durant le tournage de la première saison de Ginny, Larry prend 2 comprimés amincissants par jour, une habitude qu'il tient de sa femme. Ma mère était créatrice de mode. Elle était soumise à une pression très forte. Et ses comprimés amincissants l'aidaient à rester éveillée. Mon père et elle en prenaient beaucoup. J'ai pris ces comprimés tous les jours pendant 5 ans. Oups. J'étais accro à une substance semblable à des amphétamines. Larry décide de mettre fin à ses 5 ans de consommation, mais il en paie le prix. Ça s'est ressenti sur le plateau. Je suis devenu un peu ronchon. L'audience de Ginny de mes rêves est en baisse pour cette 5e saison. Mais Larry compte redynamiser la série. Il était en train de répéter son texte avec les autres acteurs. Tous se creusaient la tête sur une scène précise pour essayer de la rendre intéressante et pour redonner à la série la magie qui l'avait rendue drôle. Mais ils ne s'entendaient pas à cause de la climatisation qui était trop bruyante. Larry demande aux techniciens d'éteindre la climatisation. Il s'est mis à perdre son calme en voyant que personne ne coupait la climatisation. Larry finit par prendre les choses en main. Larry! Il a sectionné un fil électrique qu'il pensait être raccordé à la climatisation, sauf qu'il s'agissait en réalité du câble d'alimentation de l'ensemble du plateau de tournage. Mais ce n'est pas une crise de manque causée par le Bontril qui a déclenché son accès de colère.
c'est son envie de réussir. Je me suis battu comme un lion pour avoir de bons scripts. Et quand je les ai eus, j'ai continué à me battre envers et contre tout. Je n'ai pas su m'arrêter. Mon père a compris qu'il était allé trop loin. Son ambition et ses espoirs pour la série avaient viré à l'obsession. Larry a, semble-t-il, cessé de prendre du Bontril en 1966, soit près de 4 ans avant l'incident survenu sur le plateau de Ginny de mes rêves. Rien n'indique qu'il en ait ensuite repris, donc il est improbable que cette substance ait pu entraîner un déficit immunitaire plus tard dans sa vie. Mais il y a une habitude que j'étudie toujours chez les individus atteints de cancer, la cigarette. Première cause évitable de cancer dans le monde, le tabac est associé au cancer du poumon, de la bouche et de la gorge. La fumée de cigarette contient aussi du benzène, une substance pouvant entraîner des leucémies. Et avec une consommation de 2 paquets par jour, Larry était un gros fumeur, une habitude qu'il avait depuis l'âge de 14 ans. En 1944, à la mort de sa grand-mère bien-aimée Juanita, Larry part vivre avec sa mère, l'actrice Marie Martin, son beau-père Richard Hallyday et leur fille Heather. Ma grand-mère avait épousé un homme dont elle était le centre d'intérêt exclusif. Richard avait fait d'elle la star qu'elle était devenue. Et il n'avait aucune envie d'avoir son fils dans les parages. Larry ne tarde pas à être envoyé en pension. Loin de sa famille, il profite de cette nouvelle liberté. Il faut se remettre dans le contexte des années 40. À l'époque, personne ne savait que les cigarettes étaient mauvaises pour la santé. Mais cette habitude naissante va porter préjudice à Larry. Mon père était très ami au lycée avec un certain Roger Phillips. Un jour, ils étaient tous les deux en train de fumer à la fenêtre quand Roger a jeté sa cigarette par la fenêtre. Mais dehors, il y avait des chiffons graisseux et le toit a pris feu. Ils ont entendu les pas du surveillant du dortoir dans le couloir. Mon père savait que Roger aurait des problèmes sérieux avec sa famille. Il a cogité à toute vitesse pour évaluer les options qui se présentaient et il s'est dit qu'il pouvait se permettre de porter le chapeau. Il s'est donc accusé du départ de feu. C'est Roger qui a raconté cette histoire en pleurs aux funérailles de mon père. Larry se fait exclure de la Woodstock Country School, mais son amitié avec Roger Phillips durera jusqu'à la fin de sa vie. Je vois que Larry a continué à fumer pendant près de 2 décennies, jusqu'à ce qu'il renonce à la cigarette en 1963 à l'âge de 32 ans. Ensuite, il s'est clairement exprimé sur les dangers du tabac pour la santé. Voici 3 mensonges éhontés. Fumer relax, fumer sexy, et je n'aurai pas de cancer du poumon. Avec ça, on vous ment. Les statistiques suggèrent qu'arrêter la cigarette avant 40 ans réduirait de 90% le risque de mort prématurée. Les conséquences négatives du tabac étaient vraisemblablement devenues négligeables à la fin de la vie de Larry. Mais je sais aussi qu'il a remplacé la cigarette par la consommation d'une autre substance, la marijuana. En 1966, Larry s'installe à Los Angeles et achète une maison en bord de mer à Malibu Colony. C'est très vite un haut lieu d'amusement. Larry était un amoureux de la vie et il en profitait sans réserve. Sur le miroir de sa salle de bain, il avait gravé les mots suivants. « Ne vous en faites pas, soyez heureux, sentez-vous bien. » Et c'est l'histoire de sa vie. Sa perpétuelle envie de s'amuser le rendait attachant. Il était libre, sa vie était libre. On l'appelait le moine fou de Malibu. Il recevait avec sa coiffe de bouffon sur la tête et sa soutane. Chez lui, les fêtes se suivaient. Vous aimiez cette vie sur la plage. Vous passiez vos journées à jouer au frisbee et à vous baigner dans votre spa où je me souviens que vous aviez une oie. Oui, c'est vrai. Et maintenant? Mais je l'ai encore. En 1964, Larry est initié par Jack Nicholson à la marijuana, une drogue qu'il continuera de consommer toute sa vie. Jack lui a adressé un grand sourire et lui a dit « Tiens Larry, ça va te plaire. » Et mon père a aimé.
La marijuana semble lui avoir réussi. Il a dit s'être senti plus ouvert et son entourage s'est aussi senti plus libre à son contact. Il est probable que certaines substances cancérigènes du tabac soient aussi présentes dans la fumée de marijuana. Mais le lien entre marijuana et cancer n'est pas assez documenté pour établir une corrélation. Donc, je vais écarter la marijuana des facteurs possibles de la mort de Larry Hagman. Néanmoins, il a consommé tout au long de sa vie une autre substance qui, de la même manière que le tabac, est associée à un risque accru de contracter un cancer, l'alcool. En 1977, avant l'achat officiel de la série Dallas, Larry est engagé pour tourner dans 5 épisodes seulement. Mais il a une manière bien à lui de faire sensation. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai rencontré Larry Hagman. Il a fait son entrée dans la pièce avec des sacoches de cuir sur les épaules. Chaque sacoche était remplie de bouteilles de champagne. Il a posé les yeux sur moi et il m'a dit « Bonjour, ma chère ». Je l'ai regardé et j'ai pensé « Voilà un sacré numéro ». Il a ouvert une bouteille et le champagne a coulé à flot. Quand j'y repense aujourd'hui, quand même, il pouvait boire du champagne avec Patrick avant même le début du tournage. Puis il rentrait chez lui après sa journée sur le plateau et il reprenait du champagne. Il était ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel. Vous buviez 4 bouteilles de champagne par jour? J'en buvais 4 ou 5. L'alcool était omniprésent. Quand j'étais petite, je pouvais trouver dans le frigo un pichet de jus d'orange mélangé à de la vodka. Le dimanche matin, il tournait au Bloody Mary. Pour lui, boire du champagne, ça ne comptait pas. On se demandait tous combien de temps son histoire d'amour avec le champagne allait durer. Personne ne peut mener ce style de vie pendant longtemps. Le 3 juin 1992, alors qu'il buvait depuis près de 5 décennies, Larry a été déclaré atteint de cirrhose du foie. La cirrhose est le résultat à long terme d'une dégradation continue du foie. Elle se traduit par l'apparition d'une fibrose et de nodules qui ne permettent plus au foie de fonctionner normalement et sont susceptibles de conduire à une défaillance hépatique. Les personnes atteintes de cirrhose présentent un risque accru de cancer du foie. Et je vois que 3 ans seulement après son diagnostic, Larry a fait une biopsie révélant la présence d'une tumeur maligne au foie. Larry est inscrit sur une liste de 5000 patients en attente d'un foie sain. Moins de 5 semaines plus tard, il est sélectionné pour une greffe. En Californie, l'acteur Larry Hagman s'apprête à recevoir un nouveau foie qui a été acheminé par hélicoptère durant la nuit jusqu'à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles. Larry a 33 minutes pour rejoindre l'hôpital de Los Angeles où il est conduit en hélicoptère depuis sa propriété d'Ojai. Lorsque Larry est admis au bloc, le docteur Makouka, qui doit l'opérer, constate que son état de santé est bien plus grave qu'anticipé. J'ai été surpris de voir que la cirrhose en était rendue à un stade bien plus avancé que prévu. Je peux vous assurer qu'on lui a transplanté ce foie juste à temps. Sans greffe, Larry avait une espérance de vie estimée à 2 semaines. Il était devenu si malade que ses yeux étaient jaunes. Il avait le teint gris. La couleur de sa peau était vraiment anormale. Il était plus que temps qu'on lui fasse cette transplantation. L'intervention dure 16 longues heures, mais la greffe est un succès. Après son opération, Larry a été autorisé à rentrer chez lui et on lui a prescrit des immunosuppresseurs à vie. Le système immunitaire pourrait identifier le nouveau foie comme un corps étranger à combattre. Les immunosuppresseurs réduisent donc l'agressivité de la réponse immunitaire et évitent le rejet de la greffe. À la suite de sa transplantation, Larry est résolu à retrouver la santé. Quand Larry est venu me voir, il venait de subir sa greffe de foie. On a discuté des changements qu'il devait apporter à son alimentation. Plus d'alcool, plus de sucre et des exercices physiques qui seraient le plus adaptés à son état. Après sa greffe de foie,
Mon père s'est armé de bonnes résolutions. Il était décidé à vivre sa vie à fond. Il s'est attelé à la tâche avec détermination. Quand on s'investit dans un projet et qu'on obtient très vite des résultats, c'est d'autant plus motivant. Vous voilà en bonne santé. Oui, et on m'y a beaucoup aidé. Je dois une fière chandelle aux donneurs et je veux inciter tout le monde à faire don de ses organes. En passant parmi vous tous qui êtes réunis ici aujourd'hui, j'ai vu les cicatrices des combats que nous avons livrés. Et voici la mienne. Pas mal, non? Le sigle de Mercedes. Ma santé est bonne à présent, et même encore meilleure qu'avant car je ne bois plus. Cette greffe de foie a rallongé l'espérance de vie de Larry. Mais elle a eu aussi un impact négatif sur sa santé, puisqu'il a dû prendre à vie des immunosuppresseurs pour empêcher son organisme de rejeter ce nouvel organe. Mon père devait prendre chaque jour des tonnes de comprimés différents. Il y en avait une quantité invraisemblable. La prise quotidienne et à vie de ces médicaments peut affecter de façon permanente le système immunitaire et augmenter le risque d'infection et même de cancer. 11 septembre 2011, Dallas, Texas. 15 mois avant la mort de Larry Hagman. Le tournage de la première saison de ce Dallas nouvelle version a débuté. Larry a repris son rôle de JR et donne de nouveau la réplique à Linda Gray et Patrick Duffy, ainsi qu'à un panel d'acteurs de la jeune génération. Ça a été une telle joie pour moi de me retrouver 20 ans après la fin de la série en plateau avec Larry Hagman. Je me souviens de la première scène qu'on a tournée. Je ne pouvais pas croire ce que j'étais en train de vivre. Sous l'œil des caméras, il a conservé jusqu'au bout la vivacité et l'entrain qu'il caractérisait. Mais en dépit de son charisme à l'écran, Larry est à la peine en coulisses. Dans mes scènes avec Larry, il n'y avait pas la même énergie sur le plateau. L'alchimie était là, mais il avait tendance à oublier son texte. C'était pas grave, ça arrive à beaucoup d'acteurs. Les scripts étaient chargés. Je lui ai dit « Regarde-moi, tu connais tes répliques ». En juin 2011, peu après le début du tournage, Larry a été déclaré atteint d'un cancer de la gorge de stade 2, qui se caractérise par une tumeur localisée dans la gorge et n'ayant pas encore métastasé. Des études ont montré que les personnes transplantées et sous traitement immunosuppresseur chronique présentent un risque 2 à 3 fois plus élevé qu'un individu lambda de développer une tumeur maligne. En dehors de la fumée de cigarette, le principal facteur de cancer de la gorge est l'alcool. Mon père était très fier de dire à tous ses fans qu'il n'avait plus jamais retouché à l'alcool après sa greffe de foie. Il répétait à qui voulait l'entendre qu'il avait arrêté de boire comme ça, du jour au lendemain. Mais c'était faux. Il a continué. Il a repris l'alcool 1 an environ après sa greffe. Il buvait beaucoup. Ce qui est curieux chez Larry, c'est qu'il a su faire preuve d'une grande volonté, que ce soit dans sa carrière, pour arrêter le tabac ou les comprimés amincissants, mais pas avec l'alcool. Sa dépendance à l'alcool était telle, tant sur le plan physiologique que psychologique, qu'il devait, selon moi, osciller entre le déni et la résignation face à cette réalité qu'il ne pouvait pas changer. Il est probable qu'associé à un système immunitaire affaibli, l'alcool ait joué un rôle significatif dans le développement du cancer de la gorge de Larry. Mais il n'est pas mort à cause de son cancer de la gorge, une maladie qui n'a pas non plus de lien direct avec la leucémie. Ces études indiquent cependant que le traitement contre une forme de cancer est susceptible d'en induire une autre. Or, je vois que Larry a accepté de suivre à la fois une radiothérapie et une chimiothérapie. 11 octobre 2011, unité d'oncologie MD Anderson de Houston, Texas. 14 mois avant la mort de Larry Hagman. Résolu à ne pas arrêter de travailler, Larry alterne séances de traitement et tournage de Dallas. Tout le monde l'a beaucoup épaulé. Larry a été convoqué en plateau un peu plus tard pour lui éviter la fatigue de longues heures d'attente. La production s'est montrée très respectueuse de son état et tout le monde s'est mis à fonctionner à son rythme.
La chimiothérapie consiste à tuer les cellules cancéreuses par un traitement médicamenteux qui circule dans le sang et les empêche de se reproduire, de se développer et de se répandre dans l'organisme. La radiothérapie, c'est l'envoi de rayonnements à haute dose pour tuer les cellules cancéreuses en endommageant leur ADN. Lorsqu'elles sont concomitantes, ces deux thérapies peuvent être très efficaces. En juin 2012, Larry est d'ailleurs entré en rémission. 31 mai 2012. Opéra Winsper de Dallas, Texas. Larry, comment allez-vous? Content de vous voir. Peu avant la rémission de son cancer de la gorge, Larry semble en meilleure forme sur le tapis rouge de la première de Dallas, aux côtés de ses comparses. Vous vous retrouvez à Dallas pour cette première. Comment vous sentez-vous? Chez moi. Chez vous? Oui. Le premier épisode de Dallas est diffusé le 13 juin 2012. Portée par de bonnes audiences, la série est reconduite pour une seconde saison. Mais ces bonnes nouvelles sont de courte durée. Juillet 2012, unité d'oncologie MD Anderson de Houston, Texas, 5 mois avant la mort de Larry Hagman. Un mois après sa rémission, on lui fait part d'un autre diagnostic. Ils lui ont trouvé plusieurs maladies. Il a dû affronter des épreuves qui l'ont beaucoup affaibli physiquement. Le dossier médical de Larry révèle qu'en juillet 2012, ses médecins ont diagnostiqué chez lui une maladie appelée syndrome myélodysplasique, ou SMD. En principe, la moelle osseuse produit les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui combattent infections et maladies, et les plaquettes qui coagulent le sang. Le SMD est une maladie dégénérative de la moelle osseuse, dont les cellules n'arrivent plus à maturité et n'assurent plus leur fonction. L'origine de la plupart des SMD reste inconnue, mais des études montrent que 20% des personnes atteintes de cette maladie avaient été auparavant exposées à une radiothérapie ou à une chimiothérapie. Ce que j'étais loin d'imaginer concernant cette SMD, c'est que des traitements employés pour lutter contre un cancer peuvent provoquer eux-mêmes l'apparition d'autres types de cancers. C'est terrible. La SMD est associée à des symptômes comme la fatigue, des infections fréquentes et des saignements et contusions accrues, symptômes qui peuvent être atténués par des transfusions sanguines. Août 2012, Los Angeles, Californie. 4 mois avant sa mort. Larry a pris l'avion depuis Dallas pour recevoir des transfusions de sang. Pour Christina, le traitement suivi par son père présente un avantage supplémentaire. Il avait besoin qu'on le conduise à l'hôpital. Et de mon côté, j'avais toutes mes journées libres. Ces circonstances ont étrangement eu du bon. On passait de longues journées ensemble. On s'amusait du fait qu'il jouait les vampires. Il était formidable. Et je m'estime heureuse d'avoir pu passer ces moments avec lui. Des études ont montré que chez environ un tiers des patients, la SMD va se développer en leucémie aiguë myéloïde, un cancer agressif des globules blancs. Pour autant, cela ne se produit pas dans la majorité des cas. Alors pourquoi la SMD de Larry a-t-elle dégénéré en leucémie aiguë myéloïde et pourquoi sa mort est-elle survenue si vite? Médecin légiste réputé dans le monde entier, le docteur Michael Hunter analyse le dossier médical de Larry Hagman, la star de Dallas, pour comprendre la mort brutale à 81 ans de cet acteur truculent. Après le diagnostic de son cancer de la gorge, Larry Hagman a suivi une radiochimiothérapie concomitante tout en tournant la nouvelle version de Dallas. Il est entré en rémission en juin 2012, mais a été 1 mois plus tard déclaré atteint de SMD, une maladie dégénérative de la moelle osseuse, affectant la capacité du corps à réagir aux infections et aux hémorragies. En août 2012, 1 mois après le diagnostic de sa SMD, Larry se rend au Royaume-Uni pour la promotion de Dallas, en compagnie de ses comparses Patrick Duffy et Linda Gray. Il était porté par son envie d'être là. Que pouvait-on faire pour retenir quelqu'un tel que lui? Vous êtes-vous fait prier? Elle m'a dit « tu reviens » et j'ai dit oui. On a passé tout notre temps à rire. On s'est amusés comme des fous. Moi, je n'avais plus un rond.
Quand on s'arrête de faire ce qu'on aime le plus, c'est à ce moment-là qu'on vieillit et qu'on meurt. En plus de ses apparitions publiques et de ses interviews, il y a la seconde saison du nouveau Dallas, dont la production est lancée. Je pense que son travail était pour lui un plaisir. Il ne le faisait pas pour donner le change ou parce qu'il s'y sentait obligé, mais parce que c'est ce qui donnait un sens à sa vie. Le 15 novembre, Larry se rend au gala de charité de Sherry Wilson. Il a bien voulu être mon invité d'honneur. Et maintenant, il paraît que Dallas va continuer. Oui, on s'apprête à tourner 15 nouveaux épisodes. Ça va prendre jusqu'au mois d'avril. Ensuite, je serai à nouveau sans travail, à moins qu'ils reconduisent la série. Je suis sûr que oui. J'espère. Mais ce gala aura été sa dernière apparition publique. Lundi 19 novembre 2012, Hôpital Medical City de Dallas, Texas. Dans 4 jours, Larry sera mort. Larry Hagman est admis à l'hôpital pour une légère fièvre. Ça a été dur d'apprendre que Larry était hospitalisé. Avec la SMD qu'on lui avait diagnostiquée et après la chimiothérapie qu'il avait reçue, Larry était très immunodéprimé et sujet à un risque élevé d'infection, ce qui était sans doute à l'origine de sa fièvre. J'ai décidé de ne pas me résigner à sa mort. Je me suis convaincue qu'il allait s'en sortir une fois de plus, comme il l'avait toujours fait. Mercredi 21 novembre 2012. 2 jours avant sa mort, Larry est toujours à l'hôpital. Linda Gray et Patrick Duffy viennent lui rendre visite. On a passé 2 heures à son chevet, dans sa chambre d'hôpital. Et on a eu une conversation merveilleuse avec lui. On a ri comme des fous. Avec Patrick, on était content de le voir si joyeux. On voyait qu'il était heureux. Tout allait très bien. Et puis il nous a dit, il ne me reste plus longtemps à vivre. On m'a donné 2 semaines. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas partir dans 2 semaines parce qu'on avait une scène à tourner le lundi suivant et qu'il avait promis de m'emmener faire un tour dans sa nouvelle voiture électrique. Donc il ne pouvait pas nous lâcher. Jeudi 22 novembre 2012. Un jour avant la mort de Larry, sa famille arrive de Los Angeles pour lui rendre visite à l'hôpital. Il a prévu de faire un pique-nique de Thanksgiving avec eux à South Fork Ranch et espère que les médecins le laisseront sortir. On est tous allés à Dallas, ses petites filles, son fils et moi. On était persuadés qu'il passerait Thanksgiving avec nous. À sa demande, Larry voit tour à tour chacune de ses 5 petites filles. Elles ont toutes passé un moment seul à seul avec leur grand-père. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils se sont dit. Mais il est maintenant clair que Larry n'est pas en état de quitter l'hôpital. Il insiste pour que sa famille fasse le pique-nique sans lui. Ensuite, on est parti célébrer Thanksgiving. On s'est tous dit qu'il allait réussir à s'en remettre. Je vois que la SMD dont était atteint Larry s'est développée en une leucémie aiguë myéloïde ou LAM. La leucémie aiguë myéloïde est un cancer agressif des cellules souches myéloïdes qui sont synthétisées dans la moelle osseuse avant de devenir des globules blancs, les cellules aidant l'organisme à combattre les infections et d'autres pathologies. Mais les patients atteints de LAM synthétisent un trop grand nombre de globules blancs qui ne parviennent pas à maturité. Ils s'accumulent très vite dans la moelle osseuse et affaiblissent le système immunitaire. Les statistiques montrent que les patients de plus de 60 ans atteints de SMD et ayant reçu un traitement contre le cancer présentent un risque bien plus élevé de faire une leucémie aiguë myéloïde. 23 novembre 2012, 5 heures du matin, 11 heures avant la mort de Larry. Christina vient prendre la relève de son frère Preston, qui a passé la nuit au chevet de son père.
Quand je suis revenue autour de 5 heures du matin, mon père tenait des propos incohérents. Mon frère m'a dit qu'il était comme ça depuis 2 heures. Je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il arrête. 8h13 du matin, un peu plus de 8 heures avant sa mort. Larry ne parle plus, mais Christina se rend compte qu'il souffre beaucoup. Le médecin arrive dans la chambre de Larry et après une auscultation rapide, ordonne l'administration immédiate d'une dose de morphine. Le certificat de décès de Larry indique qu'il a fait une septicémie, une pathologie pouvant entraîner la mort qui survient lorsque le système immunitaire surréagit à une infection et s'attaque aux tissus de l'organisme, ce qui peut causer une défaillance des organes. On m'a appelé vendredi matin à 9 h pour me dire d'aller à l'hôpital parce qu'il était dans le coma. Je ne comprenais pas ce qu'il s'était passé. On l'avait vu le mercredi. Il allait bien. 11h35 du matin. Quand on est arrivé à l'hôpital, il était dans le coma. Tout le monde l'entourait. On lui a tous fait nos adieux. Pas facile. Je suis contente que Patrick et Linda aient été là, qu'il ait été entouré non seulement de sa famille, mais aussi de ses amis. « 15h10. Christina embrasse une dernière fois Larry avant de rentrer à l'hôtel, laissant son frère Preston au chevet de leur père. 16h20. Larry rend son dernier souffle. Les hommages se multiplient depuis l'annonce de la mort d'une icône de la télévision, Larry Hagman. On est resté très fiers d'avoir été présents ce jour-là. Je pense qu'il avait tout organisé de telle manière que sa famille entière soit réunie. Ses enfants, ses petits-enfants, Patrick et moi, tout le monde était là. Un vrai coup de maître. J'étais chez moi quand j'ai reçu l'appel. Je suis sortie dans le jardin et je me suis assise, sous les arbres, entourée de nature, et j'ai pleuré. La famille de Larry organise 2 services funéraires privés, l'un en Californie, l'autre à Dallas. En souvenir de son personnage le plus emblématique, ses cendres sont dispersées à South Fork Ranch. À partir de déclarations et de témoignages de ses proches et de Larry lui-même, le Dr Hunter trouve de nouvelles informations en rapport avec son enquête. J'ai découvert que Larry et son voisinage s'étaient mobilisés pour faire entendre leurs inquiétudes concernant ce qu'ils estimaient être de hauts niveaux de rayonnement aux alentours de leur domicile à Ojai. Il a été démontré qu'une forte exposition au rayonnement augmentait la probabilité de développer une leucémie aiguë myéloïde. Il faut que j'en sache plus. Au début des années 90, Larry et Madge quittent Malibu pour leur nouvelle demeure à Ojai, Californie. À la suite de son déménagement, Larry apprend que l'agence météorologique américaine érige une tour de 30 mètres de haut à moins de 100 mètres de sa propriété. La tour émet des rayonnements micro-ondes que Larry juge à l'origine de problèmes de santé. Larry m'a dit que ses animaux tombaient malades. Il a dit « Je suis sûr que ça vient de ces tours. Ce sont leurs ondes qui les rendent malades. » Larry poursuit en justice l'agence météorologique, mais les preuves des effets délétères des rayonnements des tours sont jugées insuffisantes, certains experts les comparant à ceux émis par les fours micro-ondes et les rasoirs électriques. Il s'est longtemps battu pour cette cause, sans succès. La justice déclare les tours sans danger, un dur revers pour l'écologiste qu'est Larry.
Larry faisait preuve d'une extraordinaire véhémence quant à la protection de l'environnement. Tous ses véhicules étaient électriques, sa voiture, ses vélos, tout dans sa vie devait être écologique. C'est un sujet qui lui tenait beaucoup à cœur. Je ne crois pas que les tours installées par l'agence météo aient eu quoi que ce soit à voir avec le décès de Larry. Les causes ayant conduit à sa mort sont établies. Le Dr Hunter sait désormais pourquoi Larry Hagman est mort. Larry a longtemps abusé de la boisson et au bout de près de 5 décennies d'alcoolisme, il a développé une cirrhose suivie d'une tumeur maligne au foie, ce qui l'a obligé à se faire greffer un nouveau foie. Cette greffe l'a obligé à prendre à vie un traitement anti-rejet qui a affaibli son système immunitaire et réduit la capacité de son organisme à déceler et éliminer les cellules anormales et cancéreuses. Malgré sa transplantation, Larry s'est remis à boire de l'alcool, qui, associé à son système immunitaire affaibli, a sans doute été à l'origine de son cancer de la gorge. Pour soigner son cancer de la gorge, Larry a suivi une radiothérapie et une chimiothérapie. Bien que ce traitement ait conduit à sa rémission, cela a sans doute aussi contribué à l'apparition de sa SMD. Un tiers environ des cas de SMD évoluent en leucémie aiguë myéloïde. Et de par son âge et les traitements qu'il avait suivis pour vaincre son cancer, c'est ce qui est arrivé à Larry. Dès lors, il présentait un risque extrême d'infection et a fini par faire une septicémie qui survient lorsque l'organisme s'en prend à ses propres tissus. La septicémie a provoqué une insuffisance rénale qui a causé sa mort. Paradoxalement, les traitements suivis par Larry, la greffe pour remplacer son foie malade et la radiochimiothérapie concomitante pour son cancer de la gorge ont fait apparaître d'autres pathologies mortelles. Les traitements ayant servi à lui sauver la vie ont conduit à sa mort. Mais le facteur déclenchant de cette suite d'événements, c'est l'alcool. Si Larry était resté sobre, peut-être serait-il encore vivant aujourd'hui. Le 11 mars 2013, la série Dallas fait ses adieux à J.R. Ewing à travers un épisode chargé d'émotions intitulé « Le chef-d'œuvre de J.R. ». C'est l'occasion pour Linda et les autres acteurs de dire au revoir à Larry et aux personnages auxquels il reste associé. Cet épisode a été dur à tourner. Mais il fallait le faire. Il fallait écrire cette dernière page pour l'offrir à tous les fans qui l'avaient suivi toutes ces années. On pourrait passer des heures à parler de ce qu'on a vécu avec lui, de nos embrassades. Larry était un véritable ami. C'était un être humain admirable et merveilleusement fascinant. Il était extraordinaire et j'ai eu la chance de compter parmi ses amis. Ce que j'éprouve pour Larry, c'est une immense gratitude d'avoir toujours été pour nous cette étoile qui étincelait de mille feux. Ce partenaire de jeu indéfectible. Il était toujours là pour nous rappeler que, dans cette existence, l'essentiel est de vivre, d'aimer et de rire. En 1969, Larry avait essayé le LSD. Dans une interview de 2004, il se confiait sur l'effet profond de cette expérience. Je n'ai plus peur de la mort. C'est seulement un autre niveau d'existence. J'ai entrevu un amour total et absolu. C'est ce qui nous attend. Il ne faut pas avoir peur.